Quelle Chine avez-vous vu? Ces 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire terrestre ou ces 3 millions de kilomètres carrés de territoire maritime? Avez-vous vu ces saisons changeantes et ces paysages divers, des îles tropicales jusqu'aux régions glacées? Prenons l'angle d'observation d'un oiseau. Décollons du sol jusqu'aux nuages et savourons ces images spectaculaires. Aventurons-nous dans des endroits inaccessibles pour découvrir la Chine vue du ciel. Même si vous vivez tous les jours ici, ces paysages qui vous sont familiers ne seront plus les mêmes. Du monde qui nous entoure aux demeures les plus lointaines, en passant par la nature, la géographie, les sciences humaines et l'histoire, ce vol vous fera vivre une expérience inoubliable. Partons donc sans attendre, voyager dans le ciel. Située au milieu de la région nord-est de la Chine, la province du Jilin possède une topographie qui s'élève de l'ouest à l'est. Le mont Changbai se dresse dans le sud-est. Les fleuves Yalu et Tumen délimitent sa silhouette. Et la rivière Songhua serpente vers l'ouest en irriguant des milliers de vastes terres fertiles. Notre voyage aérien commencera à partir de l'altitude moyenne la plus élevée de la province du Jilin, en observant de loin le point de repère de l'Asie du Nord-Est. Puis, nous atteindrons le sommet pour visiter le lac Tianshe. Nous partirons à la recherche des secrets du lac Longwan dans le district de Jingyu. Enfin, nous nous promènerons dans ces forêts tentaculaires avec leurs gardiens. Le mont Changbai est un point de repère dans la province du Jilin. Le mont Changbai enneigé correspond à l'impression des gens. La température moyenne annuelle ici est de moins 7,3 degrés Celsius. Il y a généralement de la neige d'octobre à juin de l'année suivante. En volant dans la lumière du soleil et en s'échappant sous les nuages, des flocons de neige glissent soudainement devant nos yeux. Ce volcan est endormi. Au cours des 2,77 millions d'années écoulées, les glaciers et le magma ont sculpté ce à quoi ressemble aujourd'hui le mont Changbai. Il engendre la rivière Songhua qui se jette dans la rivière Heilongjiang. La montagne enneigée et les rivières aux cours sombres encadrent cette plaine. Les forêts tentaculaires, le grand Qinggan et le petit Qinggan encerclent la plaine du nord-est. C'est ce à quoi les gens imaginent que la Chine du Nord aurait dû ressembler. Aujourd'hui, la scène hivernale concrétise leur imagination. S'élevant à une altitude de 2691 mètres, le mont Changbai est suffisamment haut pour que les gens lèvent les yeux. Mais les visiteurs veulent plus qu'une simple contemplation. Ils traversent 3 zones de végétation lorsqu'ils sont en route vers le sommet. En dessous de 1700 mètres d'altitude se trouve la forêt mixte de conifères et de feuillus. Entre 1700 mètres et 2100 mètres d'altitude se trouvent les forêts de bouleaux de haute altitude. Au-dessus de 2100 mètres d'altitude se trouve la zone de toundra alpine. En été, les pluies abondantes font que le sommet du mont est verdoyant. Une couche de lave rouge-brun apparaît lorsque le vert s'estompe en automne et en hiver. Plus on monte dans le cône volcanique, plus la terre s'élève rapidement et la surface de la route est plus raide. C'est un chemin de 10,2 km avec 129 virages. Le volcan est juste sous nos pieds.
Le cratère est juste au-dessus de notre tête. Et le lac Tianshe est devant nous. Lorsque le volcan est entré violemment en éruption il y a 1000 ans, son cratère a commencé à s'effondrer. Puis, alimenté par les pluies et l'eau souterraine, le lac Tianshe est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Comme le plus grand lac de cratère de Chine, il s'étend sur 9,82 km². Vous pouvez voir son bord d'un seul coup d'œil. Mais vous ne pouvez pas voir son fond comme ça. La profondeur moyenne de l'eau est de 204 mètres et la partie la plus profonde se trouve à 373 mètres sous la surface du lac. Ces caractéristiques font du lac Tianshe le lac de montagne le plus profond du monde. C'est comme 2 milliards de tonnes d'eau sont tenues par une montagne à 2189 mètres d'altitude près du ciel. Le niveau d'oxygène est terriblement bas à cause de la qualité d'eau extrêmement pure. D'ailleurs, les rochers environnants sont exposés avec une très rare végétation. Ainsi, le lac n'a pas les conditions pour la survie des poissons. Une surface si cristalline n'est pas son état normal. Il nous montre le plus souvent une apparence différente. Avec l'arrivée de l'hiver en décembre, le lac est pris dans la glace pendant les 7 mois à venir. Les paysages glacés et enneigés sont ce que l'on voit le plus souvent à cette période. En fouettant les flocons de neige et les volutes de nuages, les vents les font pénétrer, s'enrouler et danser au-dessus du cratère. À vol d'oiseau à 5000 mètres, toutes les vues sont étonnantes. Une éruption mineure récente dans le mont Changbai a eu lieu il y a 300 ans. La lave dort aujourd'hui sous l'eau. Les sources thermales font monter la chaleur et jaillissent en hiver. Ainsi, le froid ne parvient pas à geler complètement la surface du lac. En partant du mont Changbai et en voyageant vers l'ouest, nous arrivons au district de Jingyu. Il porte le nom du général Yang Jingyu, un héros des forces unies de résistance contre le Japon. Même s'il se trouve à plus de 100 km de là, le mont Changbai reste une présence imposante. Ce lac volcanique comme un cercle s'appelle Sehailongwan. Lorsque les eaux souterraines rencontrent la lave montante, le mélange se soulève rapidement. Il en résulte finalement des flots d'explosions violentes. Cela creuse un énorme cratère sur le sol, puis l'eau s'écoule, se réservant sous forme de lac. Autour du lac se trouvent plus de 160 cônes volcaniques de taille et de formes différentes. Ils en font tous la plus forte densité volcanique en Chine, la masse volcanique de Longgang. Les traces des changements climatiques des temps anciens sont toujours cachées dans les sédiments épais du fond du lac Dalongwan. D'ici peu, ce lac pourrait révéler et partager avec nous d'autres secrets sur le monde ancien. Nous continuons à voler vers le nord, où les gens font un exercice de sauvetage spécial en cas d'incendie.
L'hélicoptère avec un seau d'incendie joue le rôle principal dans cet exercice. Le seau ne semble pas assez grand, mais il permet de faire tomber 1,6 tonnes d'eau en 4 secondes. La fabrication de l'arc-en-ciel n'est que son rôle subsidiaire. L'hélicoptère est l'équipement de lutte contre l'incendie le plus flexible qui peut éliminer efficacement le feu à la phase initiale. Pour détecter le feu immédiatement, de nombreuses personnes font des efforts en coulisses. La tour d'observation numéro 3 se trouve au pied du mont Changbai. Il y a 15 tours de ce genre dans les environs. C'est la tour d'observation numéro 9. Les gardes forestiers montent toujours la garde ici lorsque vous regardez ce programme. Seules les forêts vallonnées à l'infini dans le mont restent immobiles là pour leur tenir compagnie. Ces gardes forestiers ont patrouillé toutes les forêts que nous survolons. Ils ont peiné et travaillé pendant 21 549 jours, assurant la sécurité des forêts du mont Changbai depuis 59 ans. Les trésors que d'innombrables personnes ont gardés avec leur prime jeunesse sont devant nous. Voyez-vous le mont Changbai érigé au loin? Il est là. Autrefois, il était vénéré comme un génie. Autrefois, il était considéré comme des ressources inépuisables. Maintenant, nous allons découvrir de plus en plus son charme naturel. Nous voyagerons dans l'air le long de la frontière entre la Chine et la République populaire démocratique de Corée. Sous les arbres, nous récolterons les fruits recouvrant les branches. Ensuite, nous nous apprêterons à rejoindre les habitants de l'ethnie coréenne pour leur célébration en contact avec le ciel. Enfin, nous saluerons un poisson venu de loin en disant au revoir aux oies sauvages qui se dirigent vers le sud. Une spécialité bien connue de la province du Jilin pousse sur le piémont ouest du mont Changbai. Mais si on veut la voir, il faut surmonter tous les obstacles. Les nuages en altitude, le brouillard flottant à basse altitude et les forêts recouvrant plus de 80% du sol. La latitude ici est tout à fait idéale. Le gradient ici est parfait. Et la densité des arbres ici semble appropriée pour l'ensoleillement. Ainsi, le ginseng s'y enracine profondément. Le rouge visible sur le sol sont des baies de ginseng. Nous consommons le plus souvent sa racine enfouie sous la terre. Le ginseng sauvage est rare depuis longtemps. Ce sont tous des ginsengs plantés au milieu des arbres. Après les avoir semés au printemps et en automne, on les récolte après plus d'une décennie. L'homme a passé un accord avec le ginseng et un autre avec les montagnes et les forêts. Yanbian est le seul département autonome coréen de Chine. Les habitants de l'ethnie coréenne des régions glacées préfèrent les moyens les plus chaleureux pour s'exprimer. Lorsqu'ils dansent avec la musique consacrée à la récolte ou organisent des mariages somptueux, le kimchi et le gâteau de riz sont des mets indispensables. Les femmes de l'ethnie coréenne ont un véritable don pour transformer les loisirs dans la cour en sport de compétition sur les terrains de jeu, surtout la bascule et la balançoire. Sans appliquer de force, on voit qui peut se balancer plus haut. Plus tard, la compétition redevient un loisir. Les jouets conventionnels ont été agrandis et améliorés plusieurs fois par rapport à l'original. Se balancer sur le bord de la falaise à 420 mètres de haut, c'est comme planer sur les nuages. Seuls les plus courageux peuvent se fondre dans le milieu local.
Ces étagères servent à sécher les poissons. Ces poissons sont des colins que les gens de l'ethnie coréenne aiment bien. Le colin, également appelé colin d'Alaska, vient de l'extrême nord du Pacifique. Yanbian abrite la plus grande industrie de transformation de colin au monde et sa production représente 80% de la consommation totale de la République de Corée. Au bord de la mer du Japon, la température y est toujours proche du point de congélation en hiver en raison des courants qui gèlent puis dégèlent en alternance. Cela donne au colin séché un meilleur goût. En continuant à voler vers l'est, nous rencontrons des volées d'oiseaux. En automne, les oies sauvages quittent la Sibérie pour se reposer à Hunchun. Après cela, elles continuent à se déplacer vers le sud. Une volée est une unité minimale pour la migration des oies sauvages. Même si l'une d'entre elles est esselée, elle intégrera dans une autre volée pour continuer sa migration. Ces volées, l'une après l'autre, se rassemblent pour former un grand groupe qui plane au-dessus de nous. Elles survolent cette terre inlassablement. Chaque fois que l'on lève les yeux vers ces oies, les formes brumeuses de notre foyer et de quelque part au loin s'éclairent. Les oies sauvages se rendent au nord au printemps et reviennent au sud en hiver. C'est une promesse éternelle. Le chemin du retour est devant nous. Les paysages du nord-ouest du Jilin ont une surface distinctive. Tout d'abord, partons à la recherche des vestiges de l'ancien lac Songliao. Ensuite, rejoignons dans une récolte spéciale. Rendons visite à une ville riche en zones humides, Baichang, et disons bonjour à quelques petits nouveau-nés grues à couronne rouge. Enfin, nous visiterons Melmeg, où des ondulations de roseaux dansent dans les vents. Les grues blanches nous raconteront une histoire ancienne. Un lac aussi géant qu'un océan a évolué sur cette terre. Cela s'est passé il y a environ 2 millions d'années. L'ancien lac Songliao nous paraît 10 fois plus grand que le lac Qinghai, qui est aujourd'hui le plus grand lac de Chine. La terre s'est élevée et l'eau s'est estompée en raison de l'évolution tectonique. L'ancien lac Songliao a disparu il y a 20 000 ans. Seules des étendues de forêt dans la boue, de petits lacs, de marécages et de zones humides y restent. Dans le nord-ouest de la province du Jilin, les précipitations sont bien inférieures à l'évaporation et l'eau est riche en alcalis. L'eau est non potable et ne peut servir à l'irrigation. Cependant, les gens font toujours ce qu'ils peuvent dans des conditions difficiles pour vivre. À Baichang, le soleil se lève et embrase cette étendue de tournesol. Les tournesols résistent à la sécheresse, au sel et à l'alcali. Les vents forts contribuent à leur pollinisation naturelle et des fruits apparaissent. Les fruits sont comestibles et oléagineux, et ils sont aussi utilisés comme plantes ornementales. Ce qui compte le plus, c'est qu'elles puissent s'épanouir dans ces conditions rudes. Ensuite, nous volons vers le sud jusqu'à la prairie de Hotin. Ici, même si le vent penche l'herbe, nous ne voyons pas de troupeaux. Mais plutôt une récolte de foin avant l'automne.
On commence par couper les foins. Ensuite, on les rassemble pour les cueillir et les met enfin en bottes. Hortine était autrefois un pâturage naturel pour les nomades qui y vivaient. À cause du surpâturage, Hortine était classée pendant un temps la première des 4 grandes dunes chinoises. Il y a 30 ans, les gens ont initié un projet de mise en jachère de pâturage. Aujourd'hui, les éleveurs récoltent des étendues de foin et les transforment en fourrage pour nourrir davantage de bovins et de moutons. En volant vers le sud, en juin, la zone humide de Shanghai accueillit une volée de petites grues à couronne rouge qui viennent de naître. On ne peut pas voir de telles grues en bande dans la nature. Élevées artificiellement dans la réserve naturelle de Shanghai, elles suivent les traces de leurs éleveurs pour connaître la nature sauvage. Un éleveur siffle pour dire à ses petites grues de ne pas se laisser distancer. Les touffes de buissons peuvent aussi être un énorme défi pour les petites grues. L'un de ces petits veut encore continuer à s'amuser. Mais maintenant, il est temps de rentrer chez lui. Aujourd'hui encore, les gens créent toutes sortes de nouveaux liens avec les animaux. C'est une terre d'élevage d'oies sauvages. Des oies élevées artificiellement font des exercices avant leur repas. Un chien de patrouille sert de leur entraîneur. Ces volées d'oies vont se régaler alors que le chien est occupé à patrouiller. Nous ne savons pas ce que le chien protège, mais en dehors du champ, nous croisons un renard nerveux qui a l'air coupable. Nous regardons la zone humide de Shanghai d'en haut. Certaines cicatrices causées par la sécheresse y restent plus ou moins claires. En 1998, les sables apportés par les inondations ont étouffé les rivières. La coupure de l'approvisionnement en eau a frappé la zone humide de Shanghai, qui n'avait plus qu'1 dixième de sa taille d'antan. On a amené l'eau de plusieurs endroits et l'a pompée pour que la zone humide retrouve sa taille d'origine. La zone humide de Melmeg, près de Shanghai, a connu également des hauts et des bas similaires. Melmeg est surtout considéré comme le foyer des grues blanches. Ces dernières années, on n'a pas vu de grues blanches. Mais maintenant, 95% des grues blanches du monde s'y arrêtent. Ces grues blanches sont nées cette année et elles n'ont pas encore perdu leurs plumes jaunes. C'est leur premier voyage à Melmeg. L'ancien lac Songliao va et vient. Autrefois, les inondations ont envahi la zone humide et l'ont asséchée. Ces grues blanches sont témoins de tout et transmettent ces histoires de génération en génération. Dans ce voyage, nous allons faire la navette entre le passé et le présent de la province du Jilin. Tout d'abord, nous nous rendrons à un vieux pont sur la rivière Songhua pour constater comment le chemin de fer change la vie d'une ville. Nous visiterons ensuite la ville de Changchun pour trouver son changement et sa persévérance. Nous rencontrerons un hangar à locomotive à Seping et percevrons sa nostalgie. Enfin, nous allons découvrir la ville de Da'an pour connaître son passé. Dans la plaine de Songliao, un train à grande vitesse s'élance sur le chemin de fer Beijing-Harbin au-dessus de la rivière Songhua. Non loin de là, un vieux pont contemple l'eau de la rivière. En 1903, le chemin de fer de l'Est de la Chine a été ouvert au trafic sur toute la ligne.
Ce pont était incontournable à traverser si l'on se rendait de Harbin à Lushun vers le sud. Aujourd'hui, le pont est hors de service depuis longtemps. Et les rails ont également été démolis. Les gens ont déconnecté le corps du pont des deux rives de la rivière pour assurer la sécurité. Le pont est maintenant immobile sur la rivière Songkhra et témoigne de la prospérité et de l'insoumission de cette terre. Le long de la voie ferrée, nous arrivons à Changchun. Il y a aussi 2 voies spéciales. Le tramway numéro 54 parcourt le centre-ville en 16 arrêts. C'est à quoi ressemblait le tramway il y a 60 ans. 3 tramways rétro sont assez populaires à Changchun. Il faisait autrefois partie des 6 lignes de tramway de Changchun. À l'époque, elle s'appelait la ligne numéro 4. D'autres lignes ont disparu au fil du temps. Plus tard, les rues voisines sont pleines de circulation, les voitures y passent. La vue a également changé depuis la fenêtre de la voiture. Sous les routes de la locomotive se trouve l'herbe verte qui pousse toujours. Au-dessus de la voiture, il y a toujours les arbres. À quoi sert le tram et où va-t-il? Cela reste inchangé. L'un des prédécesseurs de l'université du Jilin est l'Université du peuple du Nord-Est. Après la fondation de la République populaire de Chine, le Parti communiste chinois l'a construite. C'est la première université pluridisciplinaire du pays. Cette construction, érigée devant nous, est le bâtiment d'enseignement de l'université sur le campus de Chaoyang. Tout d'abord, changeons de perspective, puis nous verrons ces histoires. On avait prévu de construire le palais ici pour le régime fantoche du Manchukuo. Donc, on a fait référence à l'architecture de la cité interdite de Beijing. On a prévu de prendre l'avenue Xinmin comme axe central. La place devait se trouver à l'extrême sud, et à l'endroit où se trouve actuellement le bâtiment d'enseignement devait se trouver le palais principal. Le jardin impérial se trouvait à l'extrême nord. Bien sûr, la construction de ce palais ne s'est pas réalisée. Seules les fondations étaient là. En 1954, l'Institut de géologie du Nord-Est a choisi cet endroit comme campus et Li Seguang était le premier doyen. Depuis lors, on l'a toujours appelé le palais géologique. Sa mission a été totalement changée. Les réalisations scientifiques ont été concrétisées ici. À l'aube, les nuages et le brouillard sont bas et couvrent la ville. On peut à peine voir la vue brumeuse de l'aube dans le centre-ville de Changchun, qui n'est ni adossé à la montagne, ni tourné vers l'eau. Surnommée la ville printanière dans le nord de la Chine, Changchun est le pilier de la fabrication industrielle. Sa splendeur d'antan s'éclaire à la rencontre de nos regards. L'industrie automobile est un emblème de Changchun. Dans les années 1950, cette ville a été choisie pour la construction de la première usine d'automobile de la Chine nouvelle. Les gens le surnomment le fils aîné de la Chine dans l'industrie automobile. Le 14 juillet 1956, des foules de personnes ont acclamé la première livraison de 12 véhicules portant le nom de Diefang. Le long de ce boulevard, les véhicules se sont lentement éloignés de la porte de l'usine. C'est d'ici que l'industrie automobile chinoise a fait ses premiers pas. En portant les espoirs des Chinois, elle a germé. Maintenant, elle est déjà un pilier au cours des 60 dernières années. Aujourd'hui, cette usine peut produire 1500 véhicules de Diefang comme celui-ci chaque jour. Vous pouvez toujours les trouver là où il y a des travaux de construction et là où il y a besoin de plus de camions. Aujourd'hui, les gens ont plus de choix.
Chaque véhicule d'ici donnera aux gens une chance d'améliorer leur vie ou celle de leur famille. En Chine, de nombreuses villes comme Changchun travaillent sans relâche. Grâce à leur forte capacité industrielle, les rêves des gens d'un avenir prometteur se réalisent peu à peu. En nous élevant assez haut, nous avons un panorama de cette installation géante. C'est un terrain d'essai pour les voitures, avec différents types de routes pour les tests de durabilité qui s'étend sur 96 km². Elles peuvent nous aider à prouver que les véhicules sont de bonne qualité. La plupart des tests sont rudes et ennuyeux. Mais le test de vitesse est une exception. Comme un éclair, la voiture va frôler cette piste elliptique de 4 km de long à une vitesse allant jusqu'à 200 km/h. Les deux extrémités de la piste s'inclinent vers l'intérieur, appliquant une force centripète. Grâce à elle, on peut facilement tourner sans balancer le volant. Les poids lourds peuvent également profiter d'un moment époustouflant réservé aux voltigeurs pendant le test. L'étang Jinghui abritait autrefois une source d'eau potable pour les citoyens de Changchun. Plus tard, on a commencé à planter des arbres, ce qui en fait les plus grandes forêts de plantation d'Asie. À vol d'oiseau, il semble que nous nous noyons dans un monde fantastique semblable à une peinture à l'huile. Les ouvriers s'ingénient à innover la manière de planter, nous séduisant dans des imaginations fantaisistes sur l'automne. En volant vers le sud, nous arrivons à Seping. Il y a 100 ans, le chemin de fer de l'Est chinois partait d'ici et sortait du Jilin. Ce hangar à locomotive en forme d'éventail a été achevé en 1925. Au centre se trouve un disque rotatif. Il aidait les locomotives à tourner en entrant et en sortant du hangar. Au cours des 100 dernières années, le chemin de fer a historiquement évolué la région du Nord-Est. Certains moments de gloire ont également été enregistrés. L'arrêt devant lequel nous arrivons est le terminus de ce voyage. Plus de 300 locomotives hors de service sont conservées dans la ville de Da'an, loin de la voie ferrée principale. Dans leur prime jeunesse, elles ont traversé des tunnels et franchi des montagnes. Aujourd'hui, elles s'arrêtent ensemble pour partager les exploits qu'elles ont accomplis quand elles sillonnaient le pays. Malgré leur air d'être prêtes à partir, elles ne peuvent plus partir pour un nouveau voyage avec le grondement des moteurs. De nouveaux voyages en avant sont maintenant réservés aux jeunes. De l'autre côté, 78 locomotives à vapeur fabriquées dans les années 1950, qui étaient disséminées dans la région du Nord-Est, se réunissent enfin aujourd'hui. Les rubans écarlates accrochés à leur tête nous racontent l'histoire de leur gloire d'antan. Vous n'avez peut-être pas vécu ce que ces trains ont vécu. Vous n'avez peut-être pas vu ces trains traverser votre ville natale, mais vous avez sûrement une vision de ces locomotives lorsque vous essayez de vous souvenir. Lorsque ces locomotives ont joué leur rôle dans la guerre de libération nationale, elles ont marché sur le chemin des fusillades vers un autre champ de bataille au loin. Elles ont livré les provisions à Tangshan quand le tremblement de terre persistait. Depuis les lignes de front de la lutte contre les inondations jusqu'au vaste désert de Gobi au nord-ouest, nous pouvons toujours entendre résonner leur cliquetis.
L'âge des locomotives à vapeur ne peut pas être effacé dans l'histoire aussi facilement. Le moteur à vapeur en ébullition ne peut jamais être refroidi. Vous vous souvenez encore des jeunes dont nous avons parlé? C'est l'entreprise CRRC, le berceau des véhicules ferroviaires. C'est le dernier modèle du train à grande vitesse de Fuxing, numéroté CR400BF. Tous les trains de cette unité de TGV aux normes chinoises ont un nom universel, Fuxing. Fuxing détient indépendamment les droits de propriété intellectuelle et la série CR400 est le modèle le plus rapide parmi tous les TGV de Fuxing, dont la vitesse va jusqu'à 350 km/h. Les gens surnomment ce train le Phénix d'or en raison de ses motifs dorés. Ensuite, commençons notre voyage avec de fortes chutes de neige. Après la neige, nous témoignerons d'un grand événement pour les habitants du nord-est à Changchun. Nous dirigerons vers l'est pour percevoir la beauté du village de neige dans un style de la peinture à l'encre de Chine. Nous rendrons dans le mont de Changbai à la recherche de la vitesse et de la passion dans les sports conventionnels et modernes. Lorsque nous arriverons enfin au lac Chagan, nous rencontrons des convois de pêcheurs attendent depuis des lustres. Une neige abondante balaie Changchun. De telles chutes de neige peuvent durer plus de 30 jours pendant l'hiver. Dès les chutes de neige, les chasse-neige commencent à faire leur travail sur les routes. Cette machine est spécialement conçue pour les villes enneigées situées à des latitudes élevées. Ces chasse-neige projettent une grande quantité de neige sur la voie suivante en faisant tourner à grande vitesse des coussins roulants. Ils se déplacent vers l'avant en formation trapézoïdale en faisant passer la neige sur le côté droit de la route. Les chasse-neige se déplacent très lentement à une vitesse de 20 km/h, mais tout le trafic sur la route doit les suivre, sinon ils se perdront et même se mettront en danger. Les chutes de neige continuent. Plus de 1400 chasse-neige doivent donc continuer à travailler 24 heures sur 24. Ce sont les heures d'affluence du soir, mais tout le trafic est en ordre. Nous quittons la ville pour découvrir le village de neige de Songling. Souligné par la neige, le village nous donne une touche artistique. Ainsi, les gens l'appellent le village à l'encre. Une neige épaisse recouvre les champs. C'est le moment pour les terres agricoles de se reposer et de récupérer. Avant de s'engager dans le tourisme, les villageois ont une longue saison creuse chaque année. Même s'ils n'utilisent pas le bétail pour l'agriculture, ils s'en servent pour transporter les visiteurs. Un traîneau propulsé par le bétail est le meilleur véhicule lorsque la neige épaisse bloque les sentiers. Il transporte les visiteurs venant du loin pour monter la montagne tout en profitant du paysage du monde glacé. Lorsqu'il termine ce voyage de neige, il monte immédiatement dans le train et continue à avancer dans la neige. En février, la neige recouvre encore les forêts du mont Changbai. Le printemps semble encore bien loin, mais un élan de passion déborde. Le mot chinois pour rallye est une translittération du mot anglais qui signifie assembler. Des joueurs de tout le pays se réunissent dans le mont Changbai pour s'amuser lors de ce rallye automobile. Des navigateurs compétents sont assis du côté de conducteurs et indiquent où aller et à quelle vitesse.
La vitesse n'est pas le seul atout si on veut obtenir de bonnes notes à un rallye automobile. Il faut effectuer correctement des virages et équiper les voitures de course de paires de pneus plus étroits qui appuient fortement sur la neige, ce qui donne lieu à des rainures. Ils augmentent la friction de la voiture lors des virages, un peu comme si on faisait de la luge. C'est tout le contraire de la course sur l'asphalte. Le ski est un sport qui date d'il y a plus de 4000 ans. Au cours des dernières années, les gens sont devenus aussi imaginatifs que rien ne pouvait les empêcher d'innover. Par exemple, ils combinent le ski avec l'acrobatie. Le ski acrobatique peut être une sorte de sport de vitesse qui vous coupe le souffle. Nous vous rappelle amicalement que la sécurité est votre priorité numéro 1 lorsque vous partez pour une aventure excitante. En partant du mont Changbai, nous nous dirigeons vers le nord-ouest de la province du Jilin. Les calèches survolent le lac glacé pour pêcher en hiver. On appelle l'homme en charge de cette opération la tête des pêcheurs. Il doit chercher sur cette surface de glace immense pour repérer une zone où il y a le plus de poissons et y poser des filets. Les pêcheurs doivent ciseler une centaine de trous dans une zone choisie pour faire déplacer le filet à poissons. Sous la surface glacée se trouvent les filets à poissons dont la longueur est plus de 1000 mètres. Les filets deviennent extrêmement lourds avec beaucoup de poissons après avoir été imbibés d'eau. Personne ne peut les faire bouger à la main. Mais le palefrenier serait le travail le plus agréable à faire dans la pêche. Chaque fois, il faudrait environ 8 ou 9 heures pour pêcher, mais les compétences et le savoir-faire permettent aux pêcheurs d'avoir une bonne récolte. Les personnes qui veulent prendre des photos avec ces gros poissons semblent plus excitées que les pêcheurs. Depuis des milliers d'années, les gens pêchent en écrasant la surface glacée du lac Chagan. Maintenant, c'est devenu un grand festival annuel. En ayant une vue d'oiseau de loin, personne ne peut présumer si les poissons sont suffisants. Nous verrons la formation et la croissance d'une rivière lors de notre voyage. Nous partirons d'une chute de glace en faisant quelques virages sur le premier affluent de la rivière Songkhra. Nous descendrons ensuite vers la rivière Songkhra et visiterons une centrale hydroélectrique représentée sur les billets du renminbi. Au moment de la récolte, nous serons dans la ville de Yushu. Enfin, nous nous envolerons vers la zone d'irrigation de Tianguo et sentirons la nostalgie sur les deux rives de la rivière Songkhra. Il fait 20 degrés en dessous de zéro. L'eau qui s'écoule du lac Tianche flotte sous la neige, puis se précipite sous la couche de glace. C'est la source de la rivière Songkhra. En juin, le chant des vagues de l'Apus pacificus réanime ce lac glacé pendant 7 mois. Cela marque le début du dégel du lac Tianche. Alors que la température de l'eau augmente, la couche de glace d'une épaisseur de plus d'1 mètre semble se fissurer. Elle devient de plus en plus fine, se désagrège et finit par fondre. Tout ce changement dure de 3 à 5 jours. La neige est éternelle au sommet du mont Changbai. Mais seuls 3 mois par an font une exception. Le débit des chutes d'eau du lac Tianche augmente à cause du dégel. Toutes sortes de créatures et d'eau courante se dépêchent de montrer leur vitalité. C'est la façon dont presque toutes les rivières prennent naissance. Cela n'a rien à voir avec leur grandeur, mais si elles sont durables. Le premier affluent de la rivière Songkhra, qui partage la même source, est le principal affluent de l'amont de la rivière Songkhra. Avant que l'affluent ne se jette dans le mont Changbai, les eaux courantes et les chemins de fer s'étirent le long du mont, s'entrecroisent fréquemment.
Chaque jour, les trains rapides de Tonghua à Baireux font 4 navettes dans le mont Coloré, faisant lentement quelques virages. Le village de Huangdia Weizhe ne compte que 110 foyers. Le train s'y arrête pendant 1 minute pour ses villageois. Mais l'eau, qui coule vers le nord, ne s'arrête jamais. La centrale hydroélectrique de Fangman était autrefois la plus grande de son genre en Asie. Elle figurait sur les billets de 50 centimes qui font partie de la deuxième série de billets du renminbi émise en 1955. En 2019, l'ancien barrage a été fermé et démoli à l'aide d'explosifs. Les gens choisissent de conserver ces restes sur les 2 rives de la rivière Songkhra comme un souvenir. En volant vers le nord le long de la rivière Songkhra, nous arriverons à la ville de Yushu. La production annuelle de céréales de cette ville atteint près de 3,5 milliards de kilogrammes. Et elle occupe la première place en matière de la production céréalière des villes de classe district du pays. La province du Jilin représente plus de la moitié des 10 premiers districts en termes de production céréalière. La production céréalière abondante est une garantie nécessaire pour la sécurité alimentaire. Le maïs a été exporté, par divers moyens, en Chine pendant la dynastie des Ming. Le maïs porte différents noms dans les différentes régions chinoises, comme Baomi, Baogu, Yumai et Bangzhe. La rivière Songkhra devant nous serpente à travers le Jilin, le Liaoning, le Heilongjiang et la Mongolie intérieure. Elle abrite et nourrit plus de 50 millions d'habitants. En 1951, les gens ont endigué la rivière, puis, le long d'un fossé d'irrigation artificielle, l'eau a coulé jusqu'à la zone d'irrigation de Tianguo. Le fossé dans lequel l'eau s'écoule scintillait au coucher du soleil. Cet automne-là, on sentait le parfum suave du riz sur les 2 rives de la rivière Songkhra. Cela nous prouve que le maïs n'est pas la seule céréale à planter dans le nord-est de la Chine. En été, il y a de vastes champs fertiles tout verts. Lorsque les vents d'automne soufflent, ils teintent les rizières en or. Même si les paysages le long de la rivière Songkhra évoluent au fil des jours, la nostalgie ne change jamais.